Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Des visites sont effectuées ce matin par le Premier ministre sur les différents chantiers des composantes des programmes de modernisation et de développement de Nouakchott pour s'informer de visu sur l'avancement des travaux lancés, vous le savez, fin janvier. Une clôture, celle de la première session parlementaire ordinaire 2024-2025, clôture marquée par un discours du président de cette chambre. Et une visite, celle à Rosso du ministre de l'Équipement et des Transports en compagnie de son homologue sénégalais. Ils ont visité les chantiers du pont de Rosso. Les travaux avancent à grands pas. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 1er février 2025. C'était fin janvier dernier donc, le démarrage des travaux sur les différents ateliers des composantes donc, du programme d'urgence de modernisation et de développement de la ville de Nouakchott. Comment se présente la situation aujourd'hui sur les différents chantiers? Eh bien, c'est ce que le Premier ministre a voulu donc voir de visu, car en effet, M. Mokhtar Ould Ndiaye a visité aujourd'hui plusieurs de ces chantiers dans les 3 wilayas de Nouakchott, justement pour s'informer sur l'avancement des travaux de ce programme lancé, vous le savez, le fin janvier dernier. Précision avec Abdoulaye Demeba. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, avait donné le coup d'envoi du programme prioritaire pour le développement de la ville de Nouakchott le 20 janvier dernier. Un programme qui va absorber 60 milliards d'anciennes ouguiya à l'aide de projets dont la réalisation ne devrait pas aller au-delà de 16 mois. Dans ce cadre, le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye s'est rendu au niveau du quartier Sokojim relevant de la Moukata du Ksar afin de s'informer de visu de l'état d'avancement du centre de santé de cette zone de la capitale. Mokhtar Ould Ndiaye a demandé aux responsables l'achèvement de ce chantier dans les délais impartis. Au niveau du quartier Saada de Toujinine de la wilaya de Nouakchott Nord, il s'est aussi enquis de la construction du centre de santé de cette zone. L'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire est le maître d'ouvrage de ce projet. Ce responsable de l'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets a affirmé qu'ils ont des ingénieurs qui contrôlent l'exécution de ce projet. Ils suivent de près les travaux exécutés par les entreprises en charge de ce chantier afin qu'ils respectent les normes techniques prévues dans les cahiers de charges. Le Premier ministre s'est par ailleurs rendu au niveau des infrastructures scolaires en cours de construction au sein des 9 Moukata de la capitale. Ces écoles primaires, collèges et lycées font partie de la composante éducation du programme prioritaire de développement de la ville de Nouakchott. Au sein de ces différentes étapes, il a suivi des explications détaillées de la part des exécutants tout en précisant que l'État a mis en place les conditions nécessaires pour la réalisation de ces ouvrages. Le Premier ministre a par ailleurs précisé que l'État est prêt à appuyer davantage les entreprises dans le cadre de l'exécution de ces chantiers afin qu'ils soient livrés dans les délais impartis, tout en respectant les normes techniques prévues dans les cahiers de charges. La composante éducation comprend la construction de 11 écoles primaires, 19 établissements d'enseignement secondaire, 21 lycées et la rénovation de 190 écoles, en plus de la construction de structures d'enseignement pour le préscolaire. Ce responsable de l'Agence pour le développement urbain a affirmé que ce projet dans lequel nous sommes actuellement constitue la construction d'un établissement secondaire comprenant d'un bloc dédié à l'administration et d'un logement. Il a par ailleurs réitéré les propos du Premier ministre rapportant à la qualité des travaux ainsi qu'au respect des exigences
des cahiers de charges. Un compte rendu donc sur les visites effectuées ce matin par les premiers ministres sur différents chantiers des ateliers des composantes du programme d'urgence pour la modernisation et le développement de Nouakchott. Vous l'avez entendu, le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, il a beaucoup insisté là-dessus. Pas de compromis sur donc, les délais et les retards dans les projets de construction, il l'a dit, tout en exhortant les responsables de ces projets à accélérer leurs travaux afin de les achever suivant les délais impartis. Donc ça, c'était pour le Premier ministre. Donc je rappelle que ce programme de modernisation et de développement de Nouakchott, programme d'urgence donc, doit s'achever dans les 16 mois à partir du moment de son lancement. C'était le 20 janvier dernier par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Elle, par contre, elle s'est achevée. Elle, c'est la session parlementaire ordinaire, la première session parlementaire ordinaire du Parlement pour l'année 2024-2025. Clôture hier soir donc, et une clôture qui a été marquée par un discours du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Magad, discours dont voici la traduction avec Aminata Khan. ها نحن اليوم نختتم دورتنا البرلمانية العادية الأولى من سنة 2024-2025. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre première session parlementaire ordinaire pour l'année 2024-2025 qui a été une session parlementaire particulièrement chargée. Considérée à juste titre comme session budgétaire, elle a connu l'examen et l'adoption de 2 projets de loi de finances, le projet de loi de finances initiale pour l'année 2025 et le projet de loi rectificative pour l'année 2024. En outre, dans le domaine financier, un ensemble de textes a été étudié et adopté qui devrait renforcer l'indépendance de la Banque centrale de Mauritanie, établir le cadre législatif des titres sécurisés, instaurer le marché financier et réglementer les établissements de crédit. Sur le plan économique, des textes importants ont été adoptés devant bénéficier à notre économique nationale. Notre honorable Assemblée a adopté des projets de loi qui permettent notamment la ratification des conventions de financement et d'entretien d'infrastructures qui soutiennent la croissance, notamment dans les domaines de l'énergie et des routes. Par ailleurs, des textes qui stimulent l'investissement ont été adoptés et d'autres qui révisent le code de l'urbanisme et de la construction et opèrent la réorganisation d'établissements et d'entreprises publiques. D'autre part, l'ordre du jour de cette session a comporté l'introduction d'amendements au statut des employés et agents contractuels de l'État, au statut de la police nationale ainsi qu'une révision des codes du travail et de l'État civil. Messieurs les ministres, chers collègues députés, mesdames et messieurs, parmi les textes que nous avons également adoptés figure un projet de loi modifiant certaines dispositions de l'ordonnance relative aux partis politiques qui constitue un cadre institutionnel pour la formation et l'expression de la volonté politique dans tous les domaines de la vie publique et un outil indispensable à l'ancrage de notre démocratie que nous devons tous œuvrer à renforcer. Il ne fait aucun doute que vous conviendrez avec moi que la protection et le développement de la démocratie nécessitent des efforts concentrés de tous et une réponse sincère à la ferme conviction du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, d'adopter le dialogue comme option, méthode et moyen de gérer les différences d'opinion et de position et les disparités de vision et de politique. Je saisis cette occasion pour vous inviter à répondre à l'appel du dialogue global auquel le président de la République s'est engagé dans son programme électoral et dont le Premier ministre a annoncé devant notre éminente Assemblée il y a une semaine qu'il sera bientôt mis en œuvre. Chers collègues députés, ce travail parlementaire intensif a atteint son apogée au cours de cette session avec la discussion du rapport présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale sur l'activité du gouvernement durant l'année écoulée et sa présentation
des grandes lignes de son programme pour l'année en cours, conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. Ce rapport a fait l'objet d'un débat approfondi qui a permis au gouvernement d'écouter les commentaires, les opinions et l'évaluation des politiques publiques par les honorables parlementaires et de prendre connaissance par leurs interventions des préoccupations et des aspirations de leurs électeurs. Vous êtes invités à l'accompagner dans la mise en œuvre des engagements et des programmes qu'il a annoncés en adoptant les lois nécessaires et en surveillant les performances attendues. Mesdames et messieurs, ce rythme de travail élevé nous oblige à améliorer constamment nos outils de travail pour atteindre cet objectif. Notre Chambre a constitué à la demande d'un certain nombre de ses députés une commission ad hoc composée de différents groupes parlementaires chargés de réviser son règlement intérieur. Nous sommes impatients de débattre et de voter les conclusions de ces travaux si Allah le veut au début de la prochaine session parlementaire. Messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs, au cours de cette session parlementaire, nous avons également eu à cœur de poursuivre notre rôle de diplomate, conscient de l'importance croissante de la diplomatie parlementaire dans le monde d'aujourd'hui. Dans cette optique, nous avons reçu et envoyé de nombreuses délégations parlementaires vers et depuis des pays frères et amis, et nous avons participé activement à de nombreux forums et conférences parlementaires. Dans ce contexte, nous saluons l'accord de cessez-le-feu récemment conclu pour mettre fin au massacre commis contre notre peuple dans la bande de Gaza et espérons qu'il durera. Chers collègues députés, tout en félicitant le gouvernement pour la disponibilité et le sérieux dont il a fait preuve de faciliter le travail parlementaire au cours de cette session, je vous félicite et remercie pour votre diligence, votre patience et votre persévérance dans votre travail au cours de celle-ci. Je déclare enfin, avec la bénédiction d'Allah, la clôture de la première session parlementaire ordinaire pour l'année 2024-2025, conformément à l'article 52 de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. أعلن على بركة الله اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2024-2025. Le discours de clôture de la première session parlementaire au niveau de l'année 2024-2025, discours donc du président de l'Assemblée nationale, discours dans lequel il a souligné l'importance des projets de loi adoptés au cours de cette session et également l'importante activité dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous ne quittons pas l'hémicycle, même si cette session a été clôturée, sans parler de la toute dernière séance plénière de l'Assemblée nationale, une séance qui s'est tenue pas avant la clôture donc de la session parlementaire première ordinaire 2024-2025. Alors, à quoi a été consacrée cette séance plénière? C'est ce que va nous dire Abdoulaye Demeba. Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmedou Mahfouz Mballe, l'examen de 2 projets de loi dont le premier porte sur le programme contractuel d'entretien du réseau routier national entre le gouvernement et l'établissement des travaux d'entretien routier, alors que le second est relatif au programme contractuel d'entretien du réseau routier urbain entre le gouvernement et ce même établissement. Au cours de leurs interventions, les parlementaires ont salué les 2 projets de loi, soulignant que l'État a accumulé une expérience et une expertise qui la qualifie pour remplir ses obligations dans le cadre de ces programmes contractuels, qui sont d'une importance particulière en raison de leur lien étroit avec la préservation des vies et des biens. Ils ont souligné les risques liés à l'ensablement des routes nationales et à la détérioration de certains tronçons routiers, se demandant si ce programme actuel parviendra à relever les défis d'un entretien efficace du réseau routier. Ils ont aussi demandé à l'État de mettre en œuvre des projets routiers pour le désenclavement de certaines zones. Certains parlementaires ont aussi demandé un contrôle minutieux des routes construites pour éviter toute détérioration rapide de ces infrastructures routières. Il n'y a pas un coin en Mauritanie qui n'a pas été servi et que le programme des routes a été achevé. On m'a parlé de Kankossa,
Je pense que la route Kifa-Kankossa, peut-être il y a des problèmes, mais en tout cas, elle est arrivée à Kankossa. Donc, il n'y a pas aujourd'hui un département où la route n'arrive pas. Maintenant, il y a des problèmes. Son Excellence le Premier ministre vous a dit ici qu'il y avait des problèmes. Il va lever les obstacles. Donc, il y a eu des projets qui étaient en retard. On a parlé de la route Abdel Bagrou. Les routes étaient en retard, il y a des obstacles. Les obstacles sont levés. Et le projet avance. Par rapport au pont de Rosso, effectivement, que ce soit le pont ou les travaux annexes, son Excellence le ministre de l'Équipement est aujourd'hui à Rosso avec le ministre sénégalais pour voir le problème du pont et ses travaux annexes. Donc, honorable député, les terres est très important pour nous. Il doit s'améliorer. Et confiance à nos ingénieurs. Les députés ont enfin adopté ces 2 projets de loi. 2 projets de loi, tous deux relatifs donc à l'entretien routier aussi bien national que urbain. Et vous venez de l'entendre, eh bien c'était 2 projets de loi qui étaient présentés et défendus devant les députés par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, M. Nyang Mamoudou, qui assure l'intérim de son collègue de l'équipement et des transports, justement en visite aujourd'hui, hier à Rosso. Voilà donc pour la toute dernière séance plénière de cette session parlementaire, la première donc pour l'année 2024-2025, clôturée hier soir. Elle, par contre, se poursuit. Elle, c'est la 3e édition de la Coupe de la présidente de la région de Nouakchott pour le football. Eh bien, cette édition a commencé hier soir. Son lancement a été supervisé par le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et des Services civiques. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette 3e édition par rapport aux précédentes et d'où elle a été lancée? Élément de réponse avec Aminata Khan. Le stade Cheikh Aoul Bouidi a abrité cette édition du tournoi de football de la Coupe de la présidente de la région de Nouakchott pour les moins de 17 ans, tenu cette année sous le thème « Non à la drogue ». La présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimata Abdelmalek, a dans ce cadre indiqué que l'organisation de cette édition s'inscrit dans le cadre du prolongement du grand succès remporté par les 2 précédentes éditions qui a été salué par l'ensemble des professionnels et des acteurs du sport dans le pays. Elle a indiqué que cette édition va se distinguer par le nombre de joueurs et d'équipes participantes qui a atteint 2250 répartis sur 99 équipes, enregistrant une augmentation de 18 équipes par rapport à la précédente édition, notant que cette augmentation vient en réponse aux demandes des jeunes et à la volonté de la région d'améliorer et de développer chaque édition après l'autre. Elle a noté que la région va soutenir les jeunes à mettre en valeur leurs compétences et à libérer leurs énergies pour développer leurs qualifications afin de les empêcher de rejoindre le monde de la criminalité, de la délinquance et de la déviance. Ajoutons que ce tournoi s'inscrit également dans le cadre du programme électoral du président de la République, notamment le volet Travail décent pour tous qui vise à ouvrir des perspectives prometteuses à la jeunesse et à faire du sport l'un des catalyseurs du développement et de la croissance. Elle a remercié le ministre de l'Autonomisation, de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, le ministère de la Santé, ainsi que la Fédération nationale de football, la Garde nationale, la protection civile et les autorités administratives et sécuritaires pour leur participation à la réussite de cet important tournoi sportif. Il est à noter que le lancement de cette cérémonie s'est déroulé en présence du ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdallahi Woulouli, et de plusieurs responsables et acteurs du monde sportif dans notre pays. Et parmi les présents, bien entendu, aussi la présidente de l'Association internationale des maires francophones, maires de Paris donc, qui était là dans le cadre de la 2e édition de la conférence internationale sur les collectivités locales au Sahel.
Le ministre de l'Habitat nous le disait tout à l'heure dans le reportage sur la dernière séance plénière de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Équipement et des Transports se trouve à Rosso. Il est là-bas en compagnie de son collègue sénégalais et tous deux ont visité aujourd'hui les chantiers du pont de Rosso. Et c'est un compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu travaillé en français par Bokar Bayraba. Les travaux de la réalisation du pont de Rosso avancent à grands pas. D'ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Transports, Eli Oulverik, et son homologue sénégalais Yankouba Djemé étaient sur les lieux. Objectif, s'informer de l'état d'avancement des travaux de cet important ouvrage routier. Et au cours de cette visite, les deux ministres ont été informés de l'état d'avancement de la construction de cet ouvrage qui symbolise l'importance de la communication entre la Mauritanie et le Sénégal et assure la bonne circulation des personnes et des biens. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Eli Oulverik, a déclaré que cette visite fait suite à celle du Premier ministre sénégalais en Mauritanie, au cours de laquelle des instructions ont été données pour suivre l'évolution de la construction du pont qui date maintenant de 30 mois. Et il a ajouté que cette visite a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et les questions techniques qui ont été résolues, précisant que la fin de la construction du pont est prévue pour le 20 juillet 2026. Et il a remercié les équipes techniques d'avoir suivi de près le projet et d'avoir trouvé des solutions aux problèmes administratifs et techniques. Pour l'État sénégalais, cette visite est de nature à constater l'état d'avancement des travaux et évaluer ce qui est nécessaire pour accélérer le rythme de la réalisation de cet important ouvrage. Le pont de Rosso qui symbolise le pont de la connectivité des deux pays, qui symbolise aujourd'hui l'outil qui doit être emprunté économiquement, socialement par nos populations pour faire donner corps à cette réunion entre nos deux pays. L'ancien président disait d'ailleurs que c'est le même peuple qui habite dans deux pays différents. Nous sommes là et bien reçus par la Mauritanie avec une teranga exemplaire. Nous tenons à le remercier pour cela. Et dans la fraternité, nous avons fait le travail hier et jusqu'à ce matin. Nous avons été reçus par l'entreprise chinoise en charge des travaux sous la direction de l'unité de gestion du projet. Je félicite de passage M. Sow pour la bonne maîtrise des sujets, une excellente maîtrise des sujets et tous les collaborateurs qui sont là-dessus. Dans le constat, nous sommes heureux de voir que le travail suit son cours. Nous sommes également heureux de voir que chaque fois qu'il y a des choses à corriger, nous avons de l'expertise qui constate et qui corrige. Et en grande partie, les sujets relevés sont suivis de correction. Par ailleurs, la délégation ministérielle a tenu une réunion au cours de laquelle elle a discuté avec les responsables de l'entreprise chargée de la réalisation du pont sous la conduite de son comité de pilotage. Celui-ci a exprimé sa disponibilité constante à corriger les défauts constatés par les experts chargés de superviser les différentes étapes de réalisation. Voilà, celui qui est intervenu en français donc dans ce reportage, c'est M. Yankouba Djemé, le ministre sénégalais des infrastructures de base et des transports terrestres et aériens. Et donc en compagnie de son collègue mauritanien, M. Ali Oulverik, eh bien les deux ministres se sont informés sur le déroulement des travaux, l'avancement des travaux de ce chantier du pont de Rosso, avancement donc dont ils ont exprimé la satisfaction. La Mazafel, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, se trouve pendant ce temps à l'intérieur du pays dans le cadre d'une tournée qu'elle a déjà conduite dans les Dôdes et aujourd'hui elle était à Nassaba, Kifa précisément, la capitale de cette wilaya, où la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a eu plusieurs activités, dont notamment le lancement d'un programme spécial de développement social. Compte rendu sur les activités de la ministre avec notre correspondant permanent, Abdallah Souvi, compte rendu travaillé en français par Abdullah Demeba.
À Kifa, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a procédé au lancement du programme spécial d'intervention au profit des franges démunies de celui-là. Ce programme comprend plusieurs volets dont l'autonomisation économique des femmes, la petite enfance, l'appui aux coopératives féminines entre autres. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Safia Mintada, a indiqué que cette visite constitue une opportunité de lancer certains programmes au profit des femmes du milieu rural. Elle a en outre indiqué qu'il s'agit aussi de venir en aide aux personnes en situation de handicap et ceux qui sont victimes des maladies chroniques. Le wali de la Saba, Ahmedou Adaï Khaitara, a salué les interventions du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille au profit des enfants de ces régions dans le cadre de l'enseignement du préscolaire et ceux qui sont victimes des maladies chroniques, entre autres. Il a remercié ce département ministériel pour ses actions menées qui rentrent dans le cadre du programme du président de la République. Les 52 projets d'activités génératrices de revenus ont reçu un appui de la part du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Elles ont ainsi bénéficié de cette aide de l'ordre de 120 millions d'anciens Uguia pour les projets qu'elles exécutent au niveau de celui-là. La ministre de l'Action sociale a par ailleurs supervisé cet atelier au profit de 30 femmes, ce qui rentre dans le cadre d'une formation de 15 jours en matière de restauration et de la couture. Concernant la petite enfance, elle a eu à superviser la session de formation au profit de 30 monitrices. Cette formation est organisée par l'École nationale pour l'action sociale. Par ailleurs, elle a supervisé ces journées de consultation pour le diagnostic des besoins des enfants en situation de handicap, en plus de l'ouverture d'une école spécialisée dédiée à l'enseignement des enfants à besoins spécifiques spéciaux. Madame Safia Mintada a aussi présidé le lancement de cette campagne de sensibilisation pour la protection des enfants contre la violence et les dangers de la rue qui est organisée en collaboration avec les acteurs de la société civile de celui-là. À Kifa, elle a procédé à l'ouverture d'un centre de nutrition communautaire qui va bénéficier aux enfants âgés entre 0 à 5 ans. Elle a en fait visité la direction régionale de l'action sanitaire de ces régions où elle s'est informée des différents compartiments de cet édifice ainsi que du travail accompli par les responsables. L'étape de Kifa de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, étape marquée entre autres par donc le lancement de ce programme spécial pour le développement social. Quant à sa collègue de l'environnement et du développement durable, elle était aujourd'hui au Trarza et c'était l'occasion pour elle de donner le coup d'envoi d'une marche bleue alors, que vise cette action et d'où elle est partie, c'est ce que nous dit Aminata Khan. C'est au kilomètre 28 sur la route reliant Nouakchott à Rosso qu'a été lancée la marche bleue. Cette marche vise à sensibiliser sur l'importance de la préservation de l'environnement côtier et de le protéger contre la pollution. Elle a mobilisé tous les acteurs autour de la nécessité de participer à la protection de l'espace côtier riche d'énormes écosystèmes et de biodiversité pour développer une conscience environnementale auprès des jeunes, des pêcheurs et des habitants de ces zones côtières. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Massouda Mintel Baham, n'a pas manqué l'occasion de rappeler l'importance de cette journée. Elle a également salué la forte participation et l'implication des femmes qui démontrent à leur manière l'importance de préserver nos zones côtières. Elle a déclaré que cette marche attirera l'attention sur notre environnement fragile en raison des nombreux défis, notamment le changement climatique, ainsi que les énormes effets négatifs des changements climatiques. Elle a ajouté que cette marche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour préserver l'environnement en sensibilisant les citoyens. Le directeur exécutif du partenariat régional pour la conservation des zones marines et côtières en Afrique de l'Ouest a exprimé au nom des partenaires de l'initiative son appréciation pour cette démarche qui reflète la gravité des défis environnementaux auxquels sont confrontées les zones côtières en Afrique et en Mauritanie, soulignant l'importance de cette étape pour contribuer à garantir la santé des citoyens et leur environnement. Le président de l'Organisation mauritanienne pour l'environnement,
Le cinéaste Abdrahmane Sissoko avait auparavant prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance de cette marche bleue dans la sécurité environnementale. Il est à noter que cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs acteurs qui luttent contre la dégradation de l'environnement chez nous. Voilà, cette marche bleue donc lancée aujourd'hui pour sensibiliser sur la nature, sur la protection de l'espace côtier contre toute pollution. Une marche donc organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'organisation mauritanienne de l'environnement. Une marche, donc une initiative qui va durer 2 jours et qui a été lancée au bord de l'océan Atlantique, précisément au kilomètre 28 de la route Nouakchott-Rosso. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec des touristes, mais aussi avec une page sportive. On commence par les touristes, dont de nouveaux sont arrivés aujourd'hui, un nouveau contingent sont arrivés aujourd'hui à Attar dans le cadre du 7e vol depuis le début de la saison actuelle, saison touristique actuelle. Des touristes, vous allez les entendre et les voir, ils sont très satisfaits de revoir la Mauritanie. Je m'appelle Hervé, donc je viens de l'ouest de la France et j'ai choisi la Mauritanie pour le soleil, pour les gens, pour le sable aussi, pour les dunes que je voulais voir, parce que je ne connais pas les dunes. Parce que j'aime la Mauritanie, j'aime les gens ici, voilà, et c'est un vrai plaisir de venir chaque année en Mauritanie. J'ai appris à connaître le pays, j'ai appris à connaître les gens, je m'en suis fait des amis, c'est un véritable échange et j'ai besoin de ça systématiquement. Eh bien, on refait la même chose qu'on essaye de faire tous les ans, c'est-à-dire de venir prendre un bol d'air et un bol de liberté ici et puis profiter du paysage, d'un pays propre, d'un pays sans pollution et puis de gens d'une qualité exceptionnelle. Hein, ici on échange. En France on n'échange plus, on ne connaît pas notre voisin, on est dans un pays de fous, de matérialistes. Ici les gens sont ensemble et on adore ça. Et puis la société de consommation comme nous on en est prisonnier. Et malheureusement, ça tue les relations humaines, ça tue les relations entre les gens, au profit de l'argent. Voilà, des touristes donc qui témoignent à leur arrivée aujourd'hui à Attar dans le cadre du 7e vol depuis le début de la saison touristique. Ils sont au nombre de 110 touristes au bord de ce vol qui a atterri aujourd'hui à Attar. Venons-en maintenant à notre page sportive concernant 3 disciplines. Le basketball, pas sur les parquets, mais plutôt dans les bureaux. Les pétanques, les jeux de boules donc, et les jeux d'échecs. On va commencer par le basket avec une reconduction. Et notre spécialiste sportif, c'est aujourd'hui les 3B, autrement dit, Bokar Baileba. Fall Youssouf a été réélu au poste de président de la Fédération mauritanienne de basketball lors de l'Assemblée générale élective. Il a obtenu 32 voix contre 21 à son challenger Mohamed Bouyesouaïdi. Pour les autorités administratives, le nombre important des candidats au poste de la présidence de la Fédération mauritanienne de basketball prouve un grand engouement pour ce sport, le deuxième du pays après le football. Voir toute cette famille réunie, je pense que ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu tout le monde autour d'une table. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous. C'est une bonne chose qu'il y ait cette famille autour de cette table. C'est des élections. Elles sont historiques. On a grandi dans ce basket, nous tous. Et c'est la première fois où on a une élection avec autant de candidats. Cela prouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce basket. Les divergences existaient, elles vont exister, elles vont continuer d'exister. La seule chose que je souhaite, c'est que la famille du basket sorte gagnante de ces élections. Après avoir remercié les délégués pour la confiance placée en lui, le président réélu a salué le travail méthodique réalisé par toutes les entités pour la bonne tenue de cette Assemblée générale élective. Avec peu de choses et en peu de temps,
nous avons beaucoup fait pour le développement du basket dans notre pays. Nous ne sous-estimons pas et ne sous-estimons pas ce que nous avons réalisé ensemble. C'est considérable. L'occasion est pour moi donc d'exprimer en votre nom et à mon nom personnel tous les acteurs qui ont contribué aujourd'hui à l'atteinte de ces résultats. J'ai parlé de la famille du basket, mais également du ministère de tutelle lui-même qui nous a accompagnés, le comité olympique qui nous a accompagnés, mais aussi la FIBA de manière générale et la FIBA Afrique et la zone 2 FIBA qui nous ont accompagnés pour atteindre ces résultats. Aujourd'hui, nous tenons une assemblée générale élective au cours de laquelle seront élus le président et les membres du comité directeur en conformité avec nos textes. À leur tour, le secrétaire général représentant le président du comité national olympique sportif mauritanien Salem Abedna et le président de la zone 2 Afrique de basketball représentant la FIBA Afrique, Martin Faye, ont salué l'excellente tenue de cette assemblée générale élective. Autre sport en honneur dans notre pays, il s'agit de la pétanque. Ce premier Open International Jbar de la pétanque avec la participation de 200 triplettes, à savoir 600 joueurs venant de plusieurs pays. La Mauritanie, bien entendu, le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Je m'appelle François Ndiaye Farah, international sénégalais. Ouais, je trouve le tournoi bien organisé, vraiment un tournoi open, première à la Mauritanie on peut dire. Un tournoi franchement formidable, il y a pas mal de nations qui sont là et très bien réussi. Ouais, le premier jour je suis avec mon coéquipier, ça se passe bien pour le moment. On a une bonne entente, ouais, selon qu'il faut s'aider entre les partenaires, essayer de pousser, essayer de bien jouer. Il y a toujours, tu peux bien jouer, mal jouer, c'est la loi du sport. Terminons ce tour d'horizon sportif par les jeux d'échecs. Là aussi, les concurrents ont rivalisé d'astuces pour remporter les duels avec la participation de 80 échevils de différentes catégories. La compétition organisée par la Fédération mauritanienne des jeux d'échecs durera 3 jours. Voilà une page sportive que nous avons terminée donc par les jeux d'échecs et que nous avons commencé par le basket. Et cette partie qui concerne le basket a été marquée par 2 interventions. La première, c'était celle de M. Mohamed Cheibani Lo, conseiller technique chargé des sports. Et la deuxième intervention, c'est l'ancien et nouveau président, donc reconduit, M. Fall Youssouf, président de la Fédération mauritanienne de basketball. Et c'est sur cette page sportive, donc, qui comprend 3 parties, basket, pétanque et jeux d'échecs, que se termine ce journal. Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci, bien entendu, aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont ces visites aujourd'hui effectuées par le Premier ministre à travers les 3 wilayas de Nouakchott pour visiter les chantiers des des composantes du programme d'urgence de développement et de modernisation de la ville de Nouakchott. Ici, nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'occasion de la séance de clôture de la première session parlementaire ordinaire 2024-2025, marquée par les discours de clôture du président de cette Chambre. Et là, nous sommes sur les chantiers du pont de Rosso, en compagnie de 2 ministres, le ministre mauritanien de l'équipement et des transports et le ministre sénégalais des infrastructures de base et des transports aériens, plutôt terrestres et aériens. Ça, c'était aujourd'hui les 2 ministres qui ont eu également une séance de travail et c'était l'occasion pour eux de s'informer sur l'avancement des travaux sur ces chantiers. Le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.